Bonjour à tous, bienvenue à la revue des Une de ce 5 janvier de l'an de grâce 2023. Eh bien, commençons ce matin par le dialogue national. Le gouvernement dégomme un faux rapport qui enflamme la toile selon le journal Gabon Review. Eh bien, le gouvernement sert donc la vis et retarde les esprits échauffés et les stratagèmes politiques malveillants. Concernant la diaspora, bataille pour le contrôle ce 13 janvier au Conseil des Gabonais de France, selon le journal Gabon Actu. Eh bien, les Gabonais de France sont donc appelés aux urnes le samedi 13 janvier pour élire le nouveau bureau du Conseil des Gabonais de France, une organisation reconnue d'utilité publique pour l'État gabonais. Le journal La Lutte de Tchad nous renseigne qu'au Tchad, là-bas, le premier conseil des ministres de la 5e République, le 4 janvier 2024, au palais Toumaï, le premier conseil ordinaire des ministres de la nouvelle République gouvernementale. Le journal La Nouvelle Tribune nous fait savoir qu'Israël souhaiterait déplacer certains Palestiniens à RDC. Le journal Africa Guinée note que l'immigration irrégulière use avec les passeports guinéens dans le collimateur d'une agence fédérale américaine. Entre-temps, le journal Sidiawa nous fait savoir que les USA excluent l'Ouganda de l'AGOA après loi anti-LGBT. Le journal Aujourd'hui au Faso note que l'opposition crie au hold-up électoral en RD Congo et menace Katumbi dans la peau d'un Fayoulou en 2018, Ngoy dans celle d'un républicain. Plan B de Sonko, Habib Sy, le cheval de Troie, selon le quotidien du Sénégal, eh bien, son mandataire a admis que sa candidature est une stratégie politique et ne serait là que pour servir les intérêts de Ousmane Sonko, dont les députés ont permis de valider son parrainage. Terminons par le journal Tribune de Madagascar qui parle donc de la liste des 3 premiers ministrables reçus par André Rajolina. Voilà qui fait l'essentiel des sujets traités par la presse en ce 5 janvier l'an de grâce 2024, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie. La signature du protocole d'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland a engendré de fortes tensions diplomatiques entre Mogadiscio et Addis Abeba. Face à ce désaccord, l'Union africaine a appelé l'Éthiopie et la Somalie au calme et au respect mutuel. Dans une réaction rendue publique le jeudi 4 janvier 2024, le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien, Moussa Faki Mahamat, a souligné l'impératif de respecter l'unité, l'intégrité territoriale et la pleine souveraineté de tous les États membres de l'Union africaine, y compris la République fédérale de la Somalie et la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Moussa Faki Mahamat a également relevé l'importance d'adhérer aux normes de bon voisinage pour promouvoir et consolider la paix, la sécurité et la stabilité dans cette région de la Corne de l'Afrique. Il a vivement encouragé les 2 pays frères à s'engager sans délai dans un processus de négociation pour régler leurs différends de la manière la plus constructive, pacifique et collaborative, avec pour objectif ultime de consolider et d'approfondir leur coopération au service de la paix et de la sécurité dans la région. M. Faki a en outre réitéré que l'Union africaine se tiendra fermement à leur côté pour encourager une solution africaine à cette nouvelle tension. Il faut rappeler que depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1993,
L'Éthiopie, qui est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, ne dispose plus de ports, ceci à l'issue d'un long conflit. Elle a bénéficié néanmoins d'un accès à un port érythréen jusqu'à ce que les deux pays entrent en guerre en 1998 jusqu'en 2000. Et depuis lors, Addis Abeba fait passer la plupart de ses échanges commerciaux par Djibouti. L'ancien président de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, a été jugé coupable le 3 janvier pour son rôle présumé dans les événements du 26 novembre, qualifiés de tentative de coup d'État par le gouvernement. Et selon ce dernier, Ernest Koroma est reproché d'avoir commis plusieurs infractions, dont trahison et dissimulation de trahison. Ernest Bai Koroma avait été placé le 9 décembre dernier sous un régime s'apparentant à l'assignation à résidence et était jusque-là considéré comme suspect. Il avait été interrogé à plusieurs reprises par la police. À part l'ex-président, la justice sierra-léonaise a également inculpé 12 personnes, dont Amadou Koïta, ancien militaire et garde du corps de Koroma. En rappel, le 26 novembre 2023, des hommes avaient attaqué une armurerie militaire, 2 casernes de prison et 2 postes de police. Les affrontements avec les forces de sécurité avaient causé la mort de 21 personnes, dont 14 soldats et 3 assaillants. Et 1000 détenus s'étaient alors évadés. Très vite, les autorités avaient qualifié ces événements de tentative de coup d'État. D'après le vice-ministre sierra-léonais chargé de l'information, Youssouf Keketoma Sandi, 57 personnes avaient alors été arrêtées depuis le coup d'État manqué, à savoir 37 militaires, 10 civils, 4 soldats congédiés de l'armée, 5 policiers en activité et 1 à la retraite. Il convient de noter que Ernest Bai Koroma a exercé 2 mandats à la présidence de la République de Sierra Leone. Son premier mandat s'est tenu de 2007 à 2012. Koroma est réélu pour un deuxième mandat le 17 novembre 2012 en remportant 58,7% des suffrages contre 37,4% pour son adversaire, le général Julius Maada Bio. Ce mandat s'est donc terminé en 2018. L'armée malienne a reçu en date du jeudi 4 janvier 2024 un équipement de haute qualité. C'est dans le cadre du processus de lutte contre le terrorisme et la sécurisation du territoire malien que les FAMA ont été ravitaillés. Il s'agit entre autres de 3 stations complètes de drones et une vingtaine d'appareils. Cette livraison de matériel militaire est un nouveau signe de l'engagement du gouvernement de la transition à lutter contre le terrorisme. Les drones permettront à l'armée malienne de surveiller le territoire national et de frapper plus efficacement les groupes armés terroristes. La cérémonie de remise des dons a été présidée par le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, en présence du colonel Sadio Camara, ministre de la Défense, qui a procédé à la remise de drones de type Bayraktar TB2 au FAMA pour défendre le territoire national et protéger les populations vivant au Mali. Déjà en 2023, le niveau atteint par les forces armées a permis au Mali d'achever le retrait des forces internationales dont l'action inefficace et contre-productive n'avait eu pour effet ou encore pour objectif que de maintenir le statu quo, le statut d'un État faible dont l'existence est menacée par les groupes armés hybrides utilisant les modes d'action du terrorisme pour servir des intérêts bien masqués. En 2024, il s'agira
de consolider cette dynamique et de mobiliser toutes les énergies des peuples pour que le Mali n'ait plus jamais besoin d'intervention extérieure pour assurer sa sécurité. C'est donc le sens de la décision historique de privilégier une appropriation nationale du processus de paix au Mali. La Russie tient au fur et à mesure ses promesses. Un lot de 25 000 tonnes de céréales russes gratuites est arrivé en Érythrée le jeudi 4 janvier 2024. Cette livraison a été effectuée conformément à la décision du président russe Vladimir Poutine de fournir gratuitement des céréales à 6 États africains, dont le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mali, la Somalie, la République centrafricaine et l'Érythrée. On rappelle, cette aide humanitaire à destination de pays africains dont le besoin avait été promise par le président russe en mars 2023 à l'occasion de la conférence La Russie et l'Afrique dans un monde multipolaire qui s'est tenue fin juillet dernier à Saint-Pétersbourg. Au total, Moscou envisage d'envoyer gratuitement jusqu'à 200 000 tonnes de blé à ces 6 pays africains. Déjà, le 30 novembre, la Somalie était le premier pays à recevoir ces dons alimentaires de la Russie. Après elle, le Burkina Faso avait également reçu son lot de céréales. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. C'est donc le vendredi 5 janvier de l'an de grâce 2024. Vous avez suivi la revue de presse et la première partie des informations. On reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur ces informations. Mais ce matin, vous le savez, et vous avez vu d'ailleurs sur toutes nos pages, nous vous annoncions le sujet. Nous parlerons de la déportation possible des Gazaouis vers le Congo. Alors, comment comprendre ce plan de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien? En tout cas, ce qu'on peut dire d'ores et déjà, alors que le conflit se poursuit malgré les multiples appels au cessez-le-feu, les ministres israéliens des Finances et de la Sécurité nationale ont appelé les Palestiniens à quitter la bande de Gaza. De quoi provoquer l'indignation de la communauté internationale. Pourquoi forcer les Palestiniens à quitter la bande de Gaza? C'est une question que l'on se pose. Les partisans d'un départ volontaire entre guillemets des Palestiniens de la bande de Gaza ont par ailleurs assuré disposer, je cite, des partenaires dans le monde disposés à les accueillir. Selon plusieurs médias israéliens, des discussions seraient notamment en cours entre Tel Aviv et Brazzaville, c'est-à-dire la République du Congo. Pourquoi le Congo serait-il d'accord avec une telle démarche? Serait-ce pour des raisons humanitaires telles que le brandissent les autorités israéliennes? Israël mise également sur l'Arabie Saoudite, avec qui les relations se sont réchauffées ces dernières années. Comment comprendre ce jeu de la pétromonarchie? En tout cas, ce sont des questions que nous nous posons ce matin et les réponses, ce sera avec nos invités dans quelques instants. Une fois de plus, bonjour l'Afrique et bonjour le monde. En tout cas, c'est un vendredi très très beau à Douala aujourd'hui. En tout cas, ce matin, il fait beau temps. Ça ne chauffe pas trop. On ne sait pas ce qui nous attend au courant de la journée, mais il faut bien rappeler que nous sommes conscients du fait que oui, la chaleur de cette année, ça ne donne pas le lait. C'est comme ça qu'on dit au Cameroun. Saluons nos invités. Bonjour Joe. Bonjour Bachir Mamaladan, bonjour à tous les téléspectateurs de Pan-African Media, tous ces panafricanistes qui nous suivent tous les jours, qui sont toujours au rendez-vous et qui nous accompagnent dans cette belle histoire de l'Afrique, cette histoire glorieuse qui s'écrit de victoire en victoire et qui avance toujours dans la victoire.
Nous savons que nous allons réussir ce combat, ce pari, de faire de l'Afrique le cœur de l'enjeu, des enjeux du futur et d'aujourd'hui. Nous allons faire de l'Afrique la puissance la plus imposante de la planète, mais surtout la puissance qui va réformer la planète, parce que c'est le travail que nous abattons, Bachir. Partout dans les plateformes, nous voyons l'impact que le panafricanisme a. C'est le panafricanisme qui aujourd'hui donne le ton et les autres suivent. Nous pouvons dire que l'hégémonie intellectuelle africaine est en train de prendre corps. Et les médias comme Pan-African Media sont aux premières loges, donc au premier rang. C'est des médias qui cassent les côtes, c'est des médias qui construisent une nouvelle façon de faire l'information. Et ça, c'est vraiment un honneur que d'être sur ce plateau avec vous, Bachir. Aussi, un bonjour particulier à tous les employés de Pan-African Media, cette équipe merveilleuse qui apporte tous les jours le meilleur d'eux-mêmes et qui produisent ces émissions fantastiques comme les programmes auxquels nous participons actuellement. Et bien sûr, vous parlez de l'équipe en studio, Marie Stockholm à la réalisation et bien sûr, chef plateau, Pierre Diaco qui est en train d'assurer, il faut bien le dire. D'ailleurs, il me fait communiquer à nos téléspectateurs sur nos différentes plateformes numériques de partager l'émission, partout. Permettez à vos semblables de bien nous écouter, que vous soyez sur V-Contact, sur Facebook ou encore sur YouTube. Allez-y, faites ce que vous avez à faire et le reste, ce sera à l'Africain normal de prendre conscience de son combat. Le directeur de publication de la Plume de l'Aigle est avec nous ce matin, Didier Dengue. Didier, bonjour. Bonjour Bachir, bonjour Jonathan, bonjour à tous les téléspectateurs de Pan-African Media que je retrouve ce matin avec beaucoup de plaisir et surtout que la chaîne de télévision panafricaine est déjà sur le satellite. Oui, satellite Amos, voilà. Effectivement. Oui, c'est un honneur de partager cette matinale avec eux. Et bien sûr, l'honneur également est de partager cette matinale avec notre consultant du côté de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Il est avec nous depuis... voilà, il est là. Charlie, bonjour. D'accord, on retrouvera Charlie, c'est pas un problème. Ce qui est sûr, il va participer à cette émission puisqu'il a signé une très très belle chronique sur cette question des Gazaouis qui seraient en voie d'être déportés vers le Congo. Une très belle chronique, je l'ai lu d'ailleurs. Et pourquoi pas, Pan-African Media partagera cela sur son site et afin que tout le monde soit touché par les analyses très pertinentes de notre ami Charlie King. Alors, messieurs, vous connaissez le principe de l'émission. On a notre coup de gueule. Et pour bien entrer en coup de gueule, on va prendre son jingle, très beau d'ailleurs. Alors, souhaitez-vous réagir à ce coup de gueule de ce matin? Le coup de gueule, il est toujours, mais alors toujours prêt. Le coup de gueule, il est toujours prêt. Joe, comme d'habitude, c'est avec vous qu'on commence. Oui, Bachir. J'espère que vous n'allez pas encore taper sur nous, hein? Quoi, les patrons de médias? Ouais. Parce que hier, vous ne nous avez pas fait de fleurs. Alors, allez, Joe. Ok, Bachir. Si vous regardez de par la ville, vous allez faire un constat, pas seulement à Douala, hein, Yaoundé, la capitale politique. Ouais. Quand vous arrivez, vous regardez l'état des taxis de ville. Et vous vous posez des questions. Est-ce que le ministère du Tourisme se préoccupe véritablement de l'attractivité des centres urbains camerounais? Est-ce que le ministère du Tourisme a conscience de l'effet sur le touriste lorsqu'il arrive dans des villes qui sont aussi cosmopolites que Douala et Yaoundé et qu'il voit ces engins qui n'ont plus véritablement l'apparat ou du moins même les éléments d'un véritable véhicule qui transporte les passagers. Est-ce qu'ils ont conscience de ce que ça fait pour un touriste d'arriver et voir qu'en plein cœur de Douala et de Yaoundé, l'attitude normale dans le transport en commun, c'est de mettre deux personnes juste à côté sur le siège passager, juste à côté du chauffeur. On appelle ça bâchement. Voilà. Est-ce qu'ils ont conscience de ce que ça fait? J'entends souvent l'argument le plus fallacieux qui est brandi, c'est quels sont nos revenus? Nous sommes tenus nous sommes obligés d'agir ainsi.
Mais est-ce que le ministère du Tourisme a conscience de ce que ça donne comme image sur la ville, les grandes villes du Cameroun? On a l'impression que nos centres-villes comme nos villes rurales sont en fait similaires parce que les mêmes pratiques qu'on retrouve dans les milieux ruraux en matière de transport, c'est les mêmes qu'on retrouve également dans les centres-villes, ceux qu'on appelle les centres urbains. Et ça, c'est vraiment préoccupant. J'espère que vous n'avez pas un problème particulier avec Taxi Brousse. Je n'ai aucun problème avec le Taxi Brousse. Oui. Quand vous allez en milieu rural, du fait de la vétusté des infrastructures routières, vous êtes parfois obligé, vous vous sentez obligé, et du fait aussi de la rareté de véhicules, d'emprunter ces véhicules-là. Mais en centre-ville, ce n'est pas la même chose. Ou du moins, ce n'est pas toujours la même chose. Parce que la vétusté du trafic des infrastructures routières, ce n'est pas dans tous les points de la ville. Il y a des zones névralgiques qui sont très bien entretenues. Et ces zones méritent bien, surtout les centres urbains, méritent bien qu'à ces endroits-là, les passagers se sentent véritablement pris en compte et que quand le touriste arrive, je prends un cas par exemple, Bonanjo, oui. Un touriste qui arrive à Bonanjo, à Douala, qu'est-ce qu'il constate? Il constate que dans les véhicules, on entre par 6. C'est extraordinaire pour lui, il se dit, waouh, où est-ce que je suis? C'est une jungle, c'est quoi? C'est un pays normal? Bon, on ressent la normalité du Cameroun immédiatement dans le centre-ville. Or, c'est des espaces où on devait vendre très cher l'image du pays en régulant au maximum la densité dans les taxis. Et ça pourrait permettre aussi aux taxis qui circulent dans ces zones, on pourrait avoir une politique sélective pour avoir des taxis de qualité dans les centres urbains, de telle sorte que lorsque vous êtes en centre urbain, vous ressentiez la dignité du pays, que vous ayez au moins ce pays qu'on décrit souvent, on dit bon, c'est un pays à 2 vitesses, qu'on ait au moins un autre visage, mais cette fois-là un visage amélioratif des centres urbains. Le ministère des Transports, peut-être, lui, il est déjà dépassé par la chose. Le ministère du Tourisme pourrait, pour des questions esthétiques et pour des questions d'attractivité de nos centres urbains, se prononcer et militer en faveur de ce que l'on ait une régulation pour avoir un taxi digne dans les centres urbains. Donc notre coup de gueule, c'est à l'égard de tout cela. Et nous tenons compte de ce qui se fait, ce qui se pratique. Si les prix devraient être différents en centre-ville, eh bien oui, nous serions d'accord que les prix soient différents, mais que la qualité du transport dans les centres urbains soit au rendez-vous, c'est-à-dire avec des véhicules de qualité. Vous voyez un peu quand je dis des véhicules de qualité, on ne demande pas le NEC plus ultra, on demande juste des véhicules standards de qualité, un entretien routier également qui suit, mais derrière un service qui permet aux citoyens des centres urbains de se sentir valorisés. Et puis il y a l'image que la jeunesse a de ce que c'est que le pays lorsqu'il emprunte les transports en commun. Lorsque vous êtes habitué à être traité comme un moins que rien dans les transports en commun, lorsqu'on vous met par deux sur un siège passager qui ne prend qu'un, vous constatez que du point de vue de votre personnalité, vous inhibez les éléments de votre dignité. Vous avez l'impression que vous ne valez rien, que en fait, vous êtes à la merci d'un système qui vous dépasse. Oui. Donc, et ça crée une sorte de Camerounais un peu bizarre quand vous regardez les comportements de ceux qui acceptent de manière tout à fait résignée cette situation. Vous voyez que ça crée chez eux un comportement bizarre. Parfois, ils deviennent les chantres du désordre dans tous les champs de la vie, y compris même dans la gestion des fonds publics. Il faut créer cette vision positive, cette vision ordonnée d'un Cameroun qui est ambitieux dans les centres urbains. D'abord parce que tout changement commence parfois de manière diffusionniste à partir d'un centre et puis se répand de manière concentrique vers la périphérie. Donc, pour nous, nous avons besoin de voir le ministère du Tourisme, le ministère du Transport, le ministère de l'Urbanisme, tous ces ministères s'asseoir et définir pour les citoyens de zones urbaines un cadre de transport qui réponde aux attentes de dignité des Camerounais.
Voilà donc qui est dit. Jonathan Batenguene, c'était son coup de gueule de ce matin. Didier. J'adhère entièrement à ce que Jonathan vient de dire, mais au-delà de l'esthétique, au-delà de l'image qui nous préoccupe effectivement au quotidien, il y a également le côté sécurité des passagers. Quand des personnes décident par exemple de surcharger dans un véhicule et quand il y a un drame, quand il y a un accident, vous aurez plus de morts sur nos routes et c'est ce que nous enregistrons tout le temps dans notre pays. Et tout à l'heure, Jonathan a interpellé les différents ministères, notamment le ministère du Tourisme, qui est vraiment aux oubliettes, il faut le dire, parce qu'on n'a pas l'impression que notre pays a un ministère du Tourisme. Et pourtant, on en a un. Et vous avez le ministère des Transports, qui est dirigé par le ministre Ngale Bibé Massena, qui prend régulièrement qui fait souvent des annonces concernant par exemple la surcharge. Il y a de cela quelques mois, le ministre avait sorti une note qui interdit formellement les surcharges dans les villes du Cameroun. Et il nous avait dit que la police, c'est-à-dire les hommes en tenue, étaient mobilisés pour veiller à ce que cela soit respecté. Malheureusement, ce sont ces mêmes hommes en tenue qui, visiblement, quand vous êtes par exemple dans des grands carrefours où on surcharge, ils sont là à quelques mètres, ils voient comment la chose se passe. Il y a toujours la surcharge. Et le ministre des Transports ne va pas nous dire qu'il n'a pas le feedback de la part de ses collaborateurs sur le terrain. Forcément, il y a un feedback. Mais il y a un laisser-aller qui est là, au-delà de l'image, parce que vous avez des cercueils roulants sur nos routes. Mais qu'est-ce que justement le ministère a fait en amont pour pallier à ça? Il faut bien prendre quand même, je vais dire quoi, en compte le pouvoir d'achat des uns et des autres, et le prix de carburant qui a augmenté et qui va d'ailleurs augmenter encore dès février, si nos informations sont justes. Alors tout cela, qu'est-ce que le ministère, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour pallier à cela? Mais je pense que au-delà d'augmenter par exemple les taxes, au-delà de rendre la vie des Camerounais de plus en plus dure parce que la vie devient de plus en plus chère, il faudrait également avoir cette capacité d'éduquer, d'amener les Camerounais à grandir davantage avec les moyens qu'ils ont, qui ne se jettent pas par exemple dans la gueule du lion en se disant je n'ai pas les moyens, voilà je vais emprunter un taxi et surcharger parce que je n'ai pas les moyens. Si tu n'as pas les moyens, il y a un autre moyen de transport. Le pied? Les pieds par exemple. Là c'est plus sécurisé. Didier. Non, c'est un exemple. Oui. C'est un exemple parce que les pieds, Jonathan, les pieds c'est lent, mais pour être plus en sécurité, je préfère les pieds que d'aller surcharger. Sur des courtes de distance, c'est pratique. Sur des courtes distances. Mais ça ne se fait pas que dans les taxis et les véhicules à 4 euros, hein. Même sur les motos. Sur les motos. Ouais, c'est presque. Les motos, c'est devenu pratiquement normal. Ouais. C'est une anomalie qui est normalisée. Vous ne voulez pas de bâchement, vous payez le prix de 2 places, c'est ça. C'est mieux que le ministère des Transports se prononce dessus, et une réunion avec les syndicats de moto, qu'on adopte un prix pour le transport par moto, mais qu'on arrête ces affaires de bâchement. C'est pas du tout. Sauf que Jonathan, quand le ministre va tenir la réunion avec les leaders syndicaux, il y a des résolutions qui vont tomber. Le ministre va dire faites ça, mais au sortir de cette réunion, juste après la sortie là, le premier bâchement va se dérouler devant le ministre. Il ne va rien faire. Je ne sais pas pourquoi il y a ce laxisme de la part de nos autorités. Parce qu'on a de très beaux tests, on le dit régulièrement. Notre pays a de très beaux tests, mais la pratique sur le terrain n'y est pas. Donc, je pense qu'il faudrait adopter d'autres méthodes. Il faut rééduquer les Camerounais. Il faut des bonnes pratiques. On ne peut pas justifier la mort par le fait qu'on n'a pas d'argent. Parce qu'il faut prendre des vraies mesures pour qu'on ne tombe plus à ce niveau-là. Très bien. Alors, en attendant les bonnes mesures, je ne sais pas, Marius, est-ce qu'on peut essayer de joindre Charlie? D'accord. Charlie, bonjour. J'imagine que le coup de gueule de Charlie sera différent de celui-ci. Charlie, bonjour.
Alors, j'ai pas le retour audio. Bonjour, mon très cher frère et ami Bachir. Alors, vous me suivez? Oui, là c'est bon, Charlie. D'accord. C'est vrai que j'ai quand même du mal à vous recevoir ici. La connexion, c'est le réseau, ça s'entrecoupe et c'est difficile véritablement pour moi de pouvoir vous suivre normalement. Mais bon, on va faire avec. Déjà, bonjour à toi, mon très cher frère et ami Bachir Ladan. C'est un honneur pour moi à renouveler d'être à tes côtés ce matin. Bonjour très appuyé comme ça à mon frère Jonathan Batengene, sans oublier mon très frère et ami Didier Denk. Je suis très honoré d'être avec vous. C'est un plateau jeune, mais nous espérons être à la hauteur justement du débat. Alors, Charlie, le coup de gueule de ce matin. Allô? Oui, Charlie. Alors, quel est votre coup de gueule ce matin? Bien, mon coup de gueule ce matin sera pas tellement un coup de gueule en tant que tel. C'est beaucoup plus une appréciation suite à une dénonciation qui a été faite sur cette même antenne par Jonathan Batengene. Il y a de cela quelques jours, voire une semaine à peu près. Jonathan Batengene fustigeait sur cette même antenne l'attitude de 32 de nos éléments des forces de défense et de sécurité qui est allé faire allégeance au sultan roi de Bamoun. Et aujourd'hui, je crois véritablement que la haute hiérarchie militaire, le haut commandement militaire a pris à bras le corps cette dénonciation. C'est une preuve, une fois de plus, que ce média, notre média Pan-African Media, est très suivi par les hautes autorités de ce pays, mais également par les autorités sécuritaires du Cameroun. Tenez-vous tranquille, le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, Joseph Betty Assomo, a émis un certain nombre de sanctions contre ces 32 militaires qui est allé faire allégeance au sultan roi de Bamoun. Et effectivement, je tiens à saluer, pour moi, comme je le disais tantôt, c'est pas tellement un coup de gueule, mais c'est une appréciation suite à une dénonciation qui a été faite ici. Et donc, c'est à saluer, c'est à remercier. Je salue justement cette sanction du ministre de la Défense qui a véritablement compris l'enjeu d'une telle manœuvre, parce que permettre à ce que des éléments des forces de défense et de sécurité puissent prêter allégeance à un chef de communauté, c'est véritablement mettre en mal non seulement l'esprit de l'État-nation, mais également l'esprit républicain qui devrait en réalité animer tout soldat. Aujourd'hui, il faut le dire, qu'est-ce que c'est qu'une armée pour qu'on comprenne véritablement le rôle que doivent jouer nos soldats. Une armée, c'est d'abord une institution. On n'en parle pas beaucoup, mais il faut que ceux qui nous écoutent aujourd'hui comprennent que l'armée, c'est d'abord une institution. Et pour moi, c'est la deuxième plus grande institution à l'intérieur d'un pays, après justement la présence de la République. Parce que c'est l'institution qui est garant de la sécurité de toutes les autres institutions. Et donc l'armée est une institution, il faut dire que c'est une institution qui est apolitique, qui est républicaine et qui est au service d'un peuple et de ses institutions. Donc, parti de là, il faut donc comprendre que le soldat ou alors le militaire qui aborde les tenues de l'armée d'un pays doit savoir qu'il est au service non seulement du peuple, mais également de l'institution. Et la prééminence institutionnelle, c'est-à-dire l'institution qui est au-dessus de toutes les institutions d'un pays, c'est le président de la République. Et donc, cette armée, en réalité, lorsqu'elle aborde cette tenue avec les emblèmes, avec les... Voilà, ça rame un tout petit peu de l'autre côté. Bon, Joe, alors je crois que c'était votre coup de gueule d'il y a une semaine, presque jour pour jour, hein. Oui, et finalement, voilà la sentence qui est tombée, les mesures ont été prises. C'est à ça que servent les coups de gueule. C'est aussi à ça que servent les coups de gueule. C'est et nous saluons le fait que les autorités, comme mon frère Charlie Kenyé l'a dit, que les autorités soient très attentives à ce qui se passe et qu'elles suivent les émissions de Pan-African Media. C'est la preuve que la fille d'Afrique Media fait du bon boulot et que Bachir Mohamed, dans votre plateau, est un plateau sacré, un plateau doré où les plus grands viennent s'abreuver. Quand on dit plus grand, ce n'est pas une hiérarchie des hommes, c'est simplement les hommes éveillés qui savent
quel est le débat principal désormais dans le monde et surtout le débat principal à l'intérieur de notre pays. Oui, Charlie, vous suivez. Oui, je disais tantôt que mon coup de gueule, bon, si on peut dire que c'est pas un coup de gueule en tant que fois, c'est une appréciation suite à une dénonciation qui avait été faite ici par mon frère Jonathan Batengone, qui, justement, dans l'optique de préserver, de conserver l'État-nation, l'esprit républicain fustigeait l'attitude de 32 de nos éléments des forces de défense et de sécurité qui est allé faire allégeance au sultan roi de Bamou. Même si nous avons beaucoup de respect pour cette autorité traditionnelle de ce pays, à savoir le sultan roi de Bamou, qu'il faut rappeler également est une autorité administrative. Il faut aussi rappeler que dans le cadre justement des institutions et des valeurs que représentent les institutions de la République, ces soldats ont véritablement mis à mal, si on peut le dire ainsi, l'esprit nation qui devait en réalité animer tout élément des forces de défense et de sécurité. Parce qu'il faut le dire très clairement que l'armée, dont ils sont des éléments, l'armée en elle-même est une institution. Et j'ai pour habitude de dire que l'armée, contrairement à ce que certains parlent, elle est pour moi l'une des plus grandes institutions d'un pays, après bien sûr la présidence de la République, parce qu'elle est l'institution qui est garante de la sécurité et de la préservation des autres institutions du pays. À partir de cet instant, il faut rappeler que cette armée-là, ou alors les éléments qui fondent cette armée-là sont au service du peuple et des institutions. Et la prééminence institutionnelle d'un pays, c'est la présidence de la République. C'est à cette prééminence institutionnelle que l'armée doit allégeance. Pourquoi? Parce que cette prééminence institutionnelle est l'émanation de la volonté d'un peuple. À partir de cela, que cette armée se détourne donc de ses prérogatives pour aller faire allégeance à une autorité traditionnelle, à un chef communautaire. Un chef de communauté, pour moi, c'est des choses pour lesquelles on ne devrait pas s'amuser parce que cela peut amener à d'autres choses dont nous ne pouvons pas contrôler, telles que la sédition, la sécession, voire même la trahison. Et donc, moi, je saluais ce matin cette attitude du haut commandement militaire, du ministre de la Défense, ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui a jugé utile justement de sanctionner ces contrevenants afin que nul n'en ignore parce que ce sont des attitudes qu'il faut brimer avec la dernière énergie parce que ça ne participe pas à la construction de l'État-nation. Merci Charlie Kenyé. Alors, nous allons dans 5 minutes reprendre avec les informations. Mais je voudrais revenir, Joe, tout à l'heure. Alors, je voudrais un peu vous entendre. Qu'est-ce que ça fait de savoir quand même que après une telle démarche, un tel coup de gueule, et c'est pas le premier. Et avant-hier, on se félicitait déjà du fait que dans son discours, le chef de l'État ait pris vraiment en compte les préoccupations majeures de l'heure, notamment les questions d'électricité, la route, l'eau, etc. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que les autorités quand même vous écoutent? La grande question, c'est qu'est-ce que ça fait à Pan-African Media? Oui, mais je préfère... Oui. Parce que, Bachir, le mérite, c'est aussi à toute l'équipe parce que nous avons réussi à capter l'attention de tous les Camerounais et au premier rang desquels les dirigeants de cette nation, de notre nation. Ça montre que nous avons une responsabilité. Ce plateau a une responsabilité éminente désormais dans la conduite des choses dans notre pays. C'est pourquoi nous ne devons pas lésiner sur les moyens pour apporter la bonne information. Quand nous évoquons tout à l'heure la question du bâchement, c'est que l'interaction, il y a des études sociologiques qui ont été menées. Moi, par exemple, à l'université, je vois les travaux en socio-économie qui ont été menés. La primature, le ministère du Tourisme, le ministère des Transports, le ministère quel autre ministère? De l'urbanisme. Ces ministères, le ministère même de l'Environnement, s'ils ont besoin des éléments de décision, c'est-à-dire des études qui ont été menées, ils n'ont même pas besoin de payer un cabinet, de commanditer une étude. Non, ils se rapprochent juste des départements de sociologie, de géographie à l'université de Douala et même d'histoire, parce qu'il y a des historiens de l'urbanisme à l'université. Je ne pense pas que l'université de Douala soit la seule. L'université de Yaoundé, il y en a eu. Alors, ils se rapprochent simplement et ils regardent les travaux qui ont été menés sur la question. Et je voudrais profiter pour citer quelqu'un qui a fait des travaux vraiment très approfondis dans ce sens-là. Il a
j'ai oublié le nom exact, l'intitulé exact de son projet, où il présentait, c'est-à-dire ce qu'il considérait comme des villes panafricanistes. Vous comprenez? Comment est-ce qu'on pouvait urbaniser? Les urbaniser. Voilà. Il s'agit du professeur Mebo Metan Dongo. Voilà. Cet universitaire au Canada, il était tout récemment au Cameroun. D'ailleurs, je crois qu'il a remis une copie de ses travaux au Premier ministère et peut-être même à la présidence de la République. Je ne sais pas trahir un secret. Alors, il a fait un travail très approfondi dans ce sens-là. Effectivement, lui, voilà, vous avez déjà une sommité comme le professeur Mebo Metan Dongo. Vous avez des travaux qui ont été menés dans les universités. Et la question du désordre urbain a été adressée. Le bâchement n'est pas une question forcément de revenus supérieurs parce que les taxis qui font même des meilleurs revenus. Aujourd'hui, vous avez des applications comme Yango, comme Gozem, sans leur faire de publicité. Ils viendront payer, ne vous en faites pas. Bon, excusez, Bachir. Bon, Madame la directrice générale pourrait se fâcher de ce qu'on a cité le nom ici. Bon, c'est sur le contrôle du PDG. Et vous n'avez même pas cité la plateforme que mon ami Didier a soutenue. La plume de l'aigle. Non, il y a Ongo. Voilà. Ongo. Vous avez des plateformes comme ça qui existent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles proposent simplement? C'est des tarifs intéressants, des tarifs élevés, on peut dire, des tarifs qui semblent élevés pour simplement un transport de qualité. Et très sécurisé d'ailleurs. Et très sécurisé. Alors, si ces gens-là, et vous avez des gens qui rentrent dans leur système, qui vous disent, avec ce mécanisme, moi, je fais une meilleure recette que le gars qui se met du matin au soir à attendre les 200, 100 francs, ce que nous ne simplifions pas, mais il continue à entretenir le désordre urbain et il fait moins de revenus. Au lieu de cela, les ministères peuvent s'organiser, faire venir un ensemble d'experts. C'est pas forcément moi, c'est tous ceux-là que j'ai cités. Ils sont dans les universités. Ces jeunes peuvent apporter leur expertise. On leur dit, voilà, nous voulons le tarif, nous voulons qu'un tarif soit dégagé pour le transport, un tarif abordable pour le transport. À partir de leurs études, ils peuvent faire une proposition. Et ce tarif ne doit pas excéder les 500. Je pense que tout Camerounais aujourd'hui, même ceux qui ont un revenu assez faible, un tarif qui n'excède pas 500 peut être raisonnable en matière de transport, pourvu que ça lui assure la qualité du transport en commun. Et en plus, nous avons des compagnies nationales, des compagnies privées qui opèrent exclusivement dans le transport interurbain. Ces compagnies, par exemple à Douala, vous avez l'une qui appartient au ministre des Transports, il ne veut pas lui faire de la publicité parce que lui, il faudrait bien qu'il paye, il a beaucoup de moyens. Vous avez une autre à Yaoundé qui était gérée aux dernières nouvelles, c'était d'abord les Américains, puis la communauté, la mairie de la ville. Donc, ces compagnies qui sont chargées, qui ont les bus, peuvent rester dans le social et dire aux partenaires privés qui sont les taxis, si vous voulez faire dans les tarifs raisonnables, vous faites à ce niveau et on ne veut pas voir plus de 2 personnes sur le siège passager à côté du chauffeur et pas 4 personnes derrière au lieu de 3 comme c'est indiqué dans tous les pays. Le transport doit redonner de la dignité aux Camerounais. Et cette dignité-là va impacter notre jeunesse. Beaucoup de jeunes Camerounais, quand ils découvrent qu'ils peuvent un jour se mettre simplement à 4 dans un véhicule, ils ont l'impression, ils appellent ça le VIP. C'est-à-dire le Camerounais normal a l'impression que le VIP, c'est ce qui est normal. Et ce qui est normal, c'est ce qui est anormal. Donc, il faut normaliser le transport en commun. Donc, ces ministères, nous les invitons à se mettre ensemble. Le Premier ministre également à y travailler. Nous savons que l'impulsion peut être donnée depuis la présidence de la République. Il peut y avoir des mécanismes à la présidence qui peuvent inciter ces ministères à se mettre ensemble sous la houlette de monsieur le Premier ministre. Voilà donc qui est dit. Alors Didier, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je voulais tout simplement dire que à partir des coups de gueule, les dirigeants prennent en considération les interpellations sincères. Donc, quand il y a une interpellation sincère sur un sujet donné, d'ordre vraiment citoyen et qui a un intérêt vraiment général, je pense que les autorités écoutent ces messages et ils prennent
rapidement de mesures, un peu comme Jonathan l'a relevé et Charlie Kenyé a salué l'initiative qui critique cette manière-là, c'est-à-dire de la part de nos forces de défense de sécurité, de faire allégeance à une autorité traditionnelle. Et vous avez vu, le ministère de la Défense a pris des mesures et un communiqué a été rendu public par le ministre Joseph Betty Assomo. Donc, quand il y a les sujets vraiment sérieux, les autorités, je pense, ils reçoivent ces informations, vu qu'ils ont des cellules de communication qui travaillent au quotidien et qui savent quels sont les médias et les panélistes sérieux à prendre en considération. Parce que quand un panéliste, un peu comme Jonathan Batengide, pousse un coup de gueule sur un sujet donné, cela signifie que c'est sérieux. Donc il faut prendre cela en considération et on sait qu'il y en a tellement sur les chaînes de télévision et même dans les médias et sur les réseaux sociaux au Cameroun. Donc avec cela, comme on dit souvent au quartier, on ne rigole pas. On rigole pas. Alors il y en a qui n'ont pas pu prendre la tranche d'information de tout à l'heure. On va donc retourner vers le bulletin d'info et on revient juste après. La signature du protocole d'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland a engendré de fortes tensions diplomatiques entre Mogadiscio et Addis Abeba. Face à ce désaccord, l'Union africaine a appelé l'Éthiopie et la Somalie au calme et au respect mutuel. Dans une réaction rendue publique le jeudi 4 janvier 2024, le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien, Moussa Faki Mahamat, a souligné l'impératif de respecter l'unité, l'intégrité territoriale et la pleine souveraineté de tous les États membres de l'Union africaine, y compris la République fédérale de la Somalie et la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Moussa Faki Mahamat a également relevé l'importance d'adhérer aux normes de bon voisinage pour promouvoir et consolider la paix, la sécurité et la stabilité dans cette région de la Corne de l'Afrique. Il a vivement encouragé les deux pays frères à s'engager sans délai dans un processus de négociation pour régler leurs différends de la manière la plus constructive, pacifique et collaborative, avec pour objectif ultime de consolider et d'approfondir leur coopération au service de la paix et de la sécurité dans la région. M. Faki a en outre réitéré que l'Union africaine se tiendra fermement à leur côté pour encourager une solution africaine à cette nouvelle tension. Il faut rappeler que depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1993, l'Éthiopie, qui est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, ne dispose plus de ports, ceci à l'issue d'un long conflit. Elle a bénéficié néanmoins d'un accès à un port érythréen jusqu'à ce que les deux pays entrent en guerre en 1998 jusqu'en 2000. Et depuis lors, Addis Abeba fait passer la plupart de ses échanges commerciaux par Djibouti. L'ancien président de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, a été jugé coupable le 3 janvier pour son rôle présumé dans les événements du 26 novembre, qualifiés de tentative de coup d'État par le gouvernement. Et selon ce dernier, Ernest Koroma est reproché d'avoir commis plusieurs infractions, dont trahison et dissimulation de trahison. Ernest Bai Koroma avait été placé le 9 décembre dernier sous un régime s'apparentant à l'assignation à résidence et était jusque-là considéré comme suspect. Il avait été interrogé à plusieurs reprises par la police. À part l'ex-président, la justice sierra-léonaise a également inculpé 12 personnes, dont Amadou Koïta, ancien militaire et garde du corps de Koroma. En rappel, le 26 novembre 2023, des hommes avaient attaqué une armurerie militaire, 2 casernes de prison et 2 postes de police.
Les affrontements avec les forces de sécurité avaient causé la mort de 21 personnes, dont 14 soldats et 3 assaillants. Et 1000 détenus s'étaient alors évadés. Très vite, les autorités avaient qualifié ces événements de tentative de coup d'État. D'après le vice-ministre sierra-léonais chargé de l'information, Youssouf Keketoma Sandi, 57 personnes avaient alors été arrêtées depuis le coup d'État manqué, à savoir 37 militaires, 10 civils, 4 soldats congédiés de l'armée, 5 policiers en activité et 1 à la retraite. Il convient de noter que Ernest Bailly Koroma a exercé 2 mandats à la présidence de la République de Sierra Leone. Son premier mandat s'est tenu de 2007 à 2012. Koroma est réélu pour un deuxième mandat le 17 novembre 2012 en remportant 58,7% des suffrages contre 37,4% pour son adversaire, le général Julius Maada Bio. Ce mandat s'est donc terminé en 2018. L'armée malienne a reçu en date du jeudi 4 janvier 2024 un équipement de haute qualité. C'est dans le cadre du processus de lutte contre le terrorisme et la sécurisation du territoire malien que les FAMA ont été ravitaillés. Il s'agit entre autres de 3 stations complètes de drones et une vingtaine d'appareils. Cette livraison de matériel militaire est un nouveau signe de l'engagement du gouvernement de la transition à lutter contre le terrorisme. Les drones permettront à l'armée malienne de surveiller le territoire national et de frapper plus efficacement les groupes armés terroristes. La cérémonie de remise des dons a été présidée par le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, en présence du colonel Sadio Camara, ministre de la Défense, qui a procédé à la remise de drones de type Bayraktar TB2 aux FAMA pour défendre le territoire national et protéger les populations vivant au Mali. Déjà en 2023, le niveau atteint par les forces armées a permis au Mali d'achever le retrait des forces internationales dont l'action inefficace et contre-productive n'avait eu pour effet ou encore pour objectif que de maintenir le statut quo, le statut d'un État faible dont l'existence est menacée par les groupes armés hybrides utilisant les modes d'action du terrorisme pour servir des intérêts bien masqués. En 2024, il s'agira de consolider cette dynamique et de mobiliser toutes les énergies des peuples pour que le Mali n'ait plus jamais besoin d'intervention extérieure pour assurer sa sécurité. C'est donc le sens de la décision historique de privilégier une appropriation nationale du processus de paix au Mali. La Russie tient au fur et à mesure ses promesses. Un lot de 25 000 tonnes de céréales russes gratuites est arrivé en Érythrée le jeudi 4 janvier 2024. Cette livraison a été effectuée conformément à la décision du président russe Vladimir Poutine de fournir gratuitement des céréales à 6 États africains, dont le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mali, la Somalie, la République centrafricaine et l'Érythrée. On rappelle, cette aide humanitaire à destination de pays africains dont le besoin avait été promise par le président russe en mars 2023 à l'occasion de la conférence La Russie et l'Afrique dans un monde multipolaire qui s'est tenue fin juillet dernier à Saint-Pétersbourg. Au total, Moscou envisage d'envoyer gratuitement jusqu'à 200 000 tonnes de blé à ces 6 pays africains. Déjà, le 30 novembre, la Somalie était le premier pays à recevoir ces dons alimentaires de la Russie. Après elle, le Burkina Faso avait également reçu son lot de céréales.
Voilà, c'était donc les informations sur Pan-African Media. Nous allons donc aborder cette question de déportation des Gazaouis avec vous, Charlie Kenyé. Vous avez d'ailleurs signé une très belle chronique dans ce sens-là, qui sera d'ailleurs reprise sur les antennes de Pan-African Media dans nos prochaines éditions. Charlie, alors, expliquez-nous tout. Que se passe-t-il entre Israël et les Gazaouis au point où on veut les envoyer, les déporter vers le Congo? Alors, vous me suivez? On vous suit, Charlie. Merci. Eh bien, parlant de ce projet, de ce plan fou, si on peut le dire ainsi, de Netanyahou et du bloc occidental et de l'ensemble du monde arabo-musulman, qui consiste à déporter les réfugiés palestiniens de Gaza vers un certain nombre de pays africains, il faut dire très clairement que c'est un projet centenaire. Mais bon, pour revenir à l'histoire récente, tout commence en novembre dernier, où il y a deux membres de la Knesset. La Knesset entendue par le Parlement israélien, c'est-à-dire que ces deux membres de la Knesset appartenant au Likoud, qui est en réalité le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou, ont publié un article dans le Wall Street Journal qui était intitulé « L'Occident devrait accueillir les réfugiés à Gaza ». Et donc, ce qu'il faut faire savoir à nos téléspectateurs, c'est que aujourd'hui, du fait du conflit israélo-palestinien suite aux attaques du Hamas du samedi 7 octobre dernier, eh bien, vous avez vu un cabinet de sécurité qui s'est constitué autour du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et à l'intérieur de ce cabinet de sécurité, vous avez des personnalités telles que Benjamin Netanyahou, entendu par le Premier ministre israélien. Vous avez des personnalités telles que Ben Gvir. Il faut rappeler que Ben Gvir est le secrétaire, est le ministre à la sécurité nationale. Et vous avez également des personnalités comme Smotrich qui ont affirmé récemment au cours d'une sortie comme quoi l'État israélien serait en discussion avec des pays étrangers afin de prévoir une déportation totale de la population de Gaza vers ceux-ci. Je vous parle là des membres du cabinet de sécurité. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le 25 décembre 2023, c'est-à-dire que de l'année dernière, lors d'une réunion à huis clos à la Knesset, au niveau du Parlement israélien, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a évoqué ouvertement le fait qu'il avait nommé un plan de migration volontaire, c'est-à-dire un plan de déportation de la population de Gaza vers un certain nombre de pays. D'ailleurs, reprenant la déclaration du Premier ministre Benjamin Netanyahou, vous avez Abi Dichter, qui est le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, et qui est également membre du Likoud, c'est-à-dire que ce parti d'extrême droite, le parti de Benjamin Netanyahou, qui est actuellement au pouvoir. Abi Dichter, qu'est-ce qu'Abi Dichter dit? Abi Dichter dit clairement que l'opération militaire que Tsahal est en train de mener actuellement dans la bande de Gaza, en réalité, concourt à ce qu'ils peuvent appeler la Nakba 2023. Écoutez bien, la Nakba 2023. La Nakba 2023, pourquoi? Parce qu'il faut dire que la Nakba, pour les Palestiniens, c'est que, en français facile, ça veut dire la catastrophe. Et bien, la Nakba, pour les Palestiniens, s'assimile à la déclaration de l'état d'indépendance de 1948 avec David Ben Gourion. Parce que lors de la déclaration de l'état d'indépendance de 48 avec Ben Gourion, on a au même instant, ça en est suivi la déportation, si ce n'est le déplacement de pratiquement 750 000 Palestiniens qui ont dû quitter les terres pour que justement un certain nombre de colonies juives s'installent. Et donc, le jour de la déclaration de l'état d'indépendance d'Israël est perçu par le peuple palestinien comme étant le jour de la catastrophe, ce qui veut dire la Nakba. Et donc, le ministre de l'Agriculture, Abi Dichter, considère dans l'opération militaire de Tsahal à Gaza comme étant une forme de Nakba qu'il qualifie de la Nakba 2023. Alors, qu'est-ce que dit le ministre de la Sécurité nationale à la personne de Ben Gvir? Ben Gvir, sur sa page Twitter, qu'on appelle aujourd'hui X, ayant changé de nom sur sa plateforme X, anciennement Twitter, le 1er janvier, voilà ce que le ministre de la Sécurité israélienne Ben Gvir déclare. Il dit « Encourager les résidents de Gaza à émigrer
est la situation la plus juste, la plus morale, la plus humaine. Nous avons des partenaires dans le monde entier que nous pouvons aider à accueillir les réfugiés. La bonne solution pour la bande de Gaza est d'encourager le départ volontaire des pays qui acceptent d'accueillir des réfugiés. Encourager la migration des Gazaouis nous permettra de faire revenir les habitants de la bordure de la bande de Gaza et les habitants de la colonie de Gouf Kati. Rappelons qu'on parle là des kibbutz, c'est-à-dire des colonies juives, dans leur foyer. Israël gouvernera la bande de Gaza de manière permanente afin d'assurer la sécurité par la présence de l'armée et des forces armées sur le terrain et l'établissement de colonies juives. Vous comprenez que fort de toutes ces déclarations d'officiels et de hauts responsables israéliens, la question logique que toute personne devrait se poser, c'est que cherche véritablement Israël à Gaza. Et bien pour comprendre ce que Israël cherche à Gaza, la réponse se trouve dans le projet de construction du canal Ben Gurion. J'en avais parlé une fois ici, je ne sais pas si c'était sur cette émission ou alors sur un média frère, mais je rappelais très clairement que ce qu'il faut dire, c'est que l'une des réalités, c'est-à-dire que le laisser-faire du gouvernement israélien du samedi 7 octobre qui a permis à ce que le Hamas fasse ce que nous avons observé au niveau d'Israël, en réalité, concourait à justifier, à servir de prétexte pour justifier ce projet machiavélique de canal de Ben Gurion qui en réalité vise quoi? Qui vise simplement la construction d'un deuxième canal qui va concurrencer le canal de Suez, qui va relier la mer Rouge à la mer Méditerranée et bien sûr permettre aux États-Unis de contrôler cette voie maritime qui, il faut le rappeler, est une voie hautement stratégique. Selon un certain nombre d'informations, vous avez un document déclassifié dans les années 1990 par la CIA qui montre que depuis quelques années, après la crise du canal de Suez, les Américains avaient élaboré en 1963 un plan secret qui visait justement à faire exploser 520 bombes nucléaires dans le désert d'Al-Nakba pour aider Israël à creuser le canal de Ben Gurion. Alors, ce qu'il faut dire et qui est important de comprendre dans ce schéma ou alors dans ce plan machiavélique, c'est que quoi? C'est que derrière justement la construction du canal de Ben Gurion, qu'est-ce que les États-Unis veulent? Les États-Unis veulent premièrement ne plus dépendre du canal de Suez qui est contrôlé par l'Égypte, ça c'est la première des choses, mais également contrôler un certain nombre de voies maritimes, qu'il faut le dire également, concourt dans sa lutte contre la République populaire de Chine, parce qu'il faut dire très clairement que le projet de la route de la soie passera ou alors passe obligatoirement par le Proche et le Moyen-Orient et forcément par ces voies maritimes. C'est l'une des raisons pour lesquelles, à la suite justement du déploiement d'un certain nombre de porte-avions américains au niveau de la mer Rouge, vous avez vu très immédiatement la réaction de la Chine et la réaction de la Russie, ensuite celle de l'Iran, parce que le contrôle de ces voies maritimes est hautement stratégique pour ces puissances-là, parce qu'il faut rappeler que 12% du commerce mondial transite par le canal de Suez et 30% du commerce mondial de navires à conteneurs transite également par ce canal de Suez. Et ce projet de construction du canal Ben Gurion qui relierait la mer Rouge à la mer Méditerranée passe obligatoirement par la bande de Gaza. Voilà pourquoi l'objectif d'Israël au départ, lorsqu'ils ont laissé faire cette attaque du Hamas, c'était de servir de prétexte pour justement parvenir à l'implémentation de ce projet-là. Quand j'ai fini de le dire, ce qu'il faut comprendre à la suite, c'est comment est-ce qu'on peut justifier, comment on peut expliquer le laxisme du monde arabe face justement au malheur des peuples de Palestine et des peuples gazaouis. Simplement parce que, vous savez, c'est un projet, comme je vous le disais tantôt, qui est un projet centenaire et qui a été très bien tissé, qui était savamment pensé et qui est en train d'être bien orchestré. Et à ce projet, le monde arabo-musulman également y est complice. Je prends le cas, par exemple, de l'Égypte. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des informations récentes qui démontrent à suffit que le président Al-Sisi a été approché par les Américains où on lui a demandé d'ouvrir le passage de Rafah. Il faut dire que le passage de Rafah, c'est le passage qui permet justement aux populations de la bande de Gaza de quitter Gaza Sud pour justement rejoindre la province du Sinaï qui est dans le nord de l'Égypte. Et les Américains ont approché le président Al-Sisi pour lui demander justement d'ouvrir ce point de passage de nature de permettre à ce que les populations puissent quitter Gaza et rejoindre la province du Sinaï et que les Américains devaient financer ce projet-là, mais que par la suite, les Américains effaceraient toute la dette nationale de l'Égypte. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous voyez que l'Égypte n'est pas tellement impliquée dans ce malheur que vit le peuple palestinien. Peut-être, il faut le dire quelque part, c'est un pays qui se veut être leader du monde arabo-musulman. Vous verrez que même l'Arabie Saoudite
en lui-même n'agit véritablement pas comme un leader du monde arabo-musulman. Rappelons qu'il suffirait simplement pour l'Arabie Saoudite, en tant que deuxième producteur mondial de pétrole, de réduire sa production nationale, que les États-Unis reverraient le schéma ainsi qu'Israël sur la situation avec Gaza. C'est valable également pour le Qatar, qu'il faut rappeler le deuxième producteur mondial de gaz. Si ces États-là réduiraient leur production journalière en termes d'énergie, pétrole ou gaz, forcément ça amènerait les belligérants sur la table de négociation. Je ne parlerai même pas de la manne financière que représentent ces États du Golfe Persique, qu'il faut le dire, ont des réserves en devises quand même assez importantes qui également pourraient faire basculer ce conflit-là. Comme quoi ces États sont complices de ce qui est en train de se faire à Gaza. Alors comment est-ce qu'on peut revenir à l'Afrique? Pour revenir à l'Afrique, ce qu'il faut dire très clairement pour comprendre le lien ou alors la relation avec l'Afrique, c'est que vous avez un séminaire qui a eu lieu il y a de cela, je crois, 1 an et demi, voire 2 ans, qui s'appelait Algérienne de Palestine, Palestinienne d'Algérie, une histoire croisée. Au cours de ce séminaire, l'intervenant démontrait à suffire que au 19e siècle, il y avait quelques milliers d'Algériens qui ont émigré en Palestine parce que fuyant l'occupation coloniale française de leur pays. Il précise même que la plupart de ces Algériens venaient de la Kabylie, des monts du Djoudjoura, de la région de Tizi Ouzou et de l'Est algérien. D'ailleurs, pour confirmer ces déclarations, vous avez également un analyste politique algérien qui dit très clairement que la plupart des Palestiniens, des Kabyles palestiniens, ont été déportés en 1873 en Palestine par l'armée coloniale française et qu'en 1948, ils ont été contraints de quitter en masse la Palestine vers le Liban comme bien d'autres de réfugiés palestiniens et qu'alors où nous parlons, la plupart de ces Kabyles palestiniens qui sont originaires d'Algérie demandaient à être reconnus par le gouvernement algérien. Et vous savez très clairement que lorsqu'on parle de ces Kabyles, à l'intérieur de l'Algérie aujourd'hui, vous avez un mouvement indépendantiste qui s'appelle la MAC, le mouvement d'autodétermination de la Kabylie. Quand vous ajoutez à ça également certains mouvements indépendantistes dans le sud-est de l'Algérie qui sont Touaregs, vous comprenez très clairement le jeu trouble de l'Algérie dans le nord du Mali, parce qu'il faut le dire très clairement. L'Algérie fait partie des États médiateurs dans les accords d'Alger de 2015. D'ailleurs, aujourd'hui, que l'armée malienne a pu pacifier, a pu restaurer l'intégrité de son territoire, l'Algérie aujourd'hui refuse à l'Algérie la souveraineté sur le nord Mali. Au contraire, l'Algérie ne fait que mettre en avant la revendication, alors l'implémentation des accords d'Alger de 2015. Pourquoi? Parce que les accords d'Alger de 2015 actaient simplement la partition du Mali et permettaient à ces groupes armés, qu'il faut le dire, ont l'Algérie comme point de repli, de véritablement contrôler toute la région du nord Mali. Donc, ce qu'on ne veut pas dire également, c'est que le plan de l'Algérie, qui derrière justement cette manie de vouloir toujours mettre en avant les accords d'Alger, consistait à autonomiser cette région-là et à servir à cette région-là comme point de repli. Je ne fais pas du comme point de repli, mais comme base, justement, de ces mouvements indépendantistes qui sévissent à l'intérieur de l'Algérie. C'est-à-dire, vous avez des mouvements comme la MAC, comme ces mouvements rebelles Touareg et autres, la CMA. L'Algérie voulait se servir du nord du Mali pour accueillir ces réfugiés-là, parmi lesquels ces réfugiés palestiniens, parce qu'il faut dire que la plupart de ces Kabyles palestiniens qui ont immigré du côté de la Palestine, majoritairement sont concentrés dans la bande de Gaza. Et donc, derrière ce projet de retour en Afrique, l'Algérie également est complice parce que la situation d'insécurité qu'elle a entretenue dans le nord du Mali visait à faire retourner ces Kabyles palestiniens d'origine algérienne dans cette partie du Mali, qu'il faut le dire, majoritairement sont des Touaregs, associés à ces rebelles qui ont sévi pendant des années au nord Mali avec l'aide et la complicité de l'Algérie pour justement se détacher d'un problème qui paraissait pressant sur le plan interne. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses également, c'est qu'il faut dire que lorsque vous analysez les déclarations qui sont faites ci et là par le cabinet de sécurité du président Benyamin Netanyahu, il faut dire qu'ils sont très avancés dans les discussions avec le président Félix Tshisekedi. Dans une émission récente ici, je vous démontrais très clairement que Félix Tshisekedi, lors de son déplacement à Israël, où il est allé au mont des Lamentations, avait été approché par non seulement le Mossad, mais le mouvement sioniste américain qui a façonné la construction ou alors la création de l'État d'Israël. Et c'est un président dans la redéfinition de la cartographie des États-Unis sur le sol africain. C'est un président aujourd'hui qui ne travaille pas dans le cadre des intérêts des peuples africains. Voilà pourquoi il fait partie de ces chefs d'État qui aujourd'hui sont en train d'assumer et d'accepter d'accueillir ces réfugiés gazaouis, ces réfugiés palestiniens sur le sol africain. Donc voilà un peu ce que pour un premier jet, il faut dire sur cette situation-là qui en réalité est un vaste plan, comme je le disais, centenaire,
projet qui simplement visait à déporter un certain nombre de populations arabophones sur la terre africaine. Mais c'est triste de le dire, c'est pas. Ça veut dire que ces chefs d'État ne retiennent pas des leçons du passé. Sinon, je crois qu'ils comprendraient justement le piège qui se trouve derrière une pareille manœuvre à déporter justement ces gens-là, c'est-à-dire ces Arabes-là sur le sol africain. Voilà donc un grand résumé de ce que Charlie a produit dans sa chronique. Didier Ndengue, alors comment est-ce que vous analysez justement ce projet? Charlie disait de cela, un projet fou de Benjamin Netanyahu qui vise à déporter les Palestiniens de Gaza après les avoir en tout cas massacrés pour une grande partie, les déporter vers d'autres pays et notamment vers le Congo, en tout cas vers la terre africaine, parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de pays qui seraient en discussion également, avec qui, je vais dire, Tel Aviv serait en discussion également. Oui, quand vous suivez Charlie Kenyé, vous vous rendez compte que la plaie est très profonde et que ces négociations seraient très avancées entre l'État d'Israël, je vais dire le Premier ministre israélien et certains pays qui veulent accueillir les Palestiniens sur leur territoire. Ça serait, les négociations seraient très avancées. Mais quand je parcours un article publié par l'agence Anadolu, qui est une agence turque. C'est turc? Oui, c'est un média turc. Et le média, dans un article publié ce matin, nous fait savoir que le porte-parole, Mouyaya, le porte-parole de la RDC, du gouvernement de Félix Tshisekedi, il a fait un tweet. Bon, il a fait un post sur X, qui est l'ancien Twitter, pour dire que tout ce qui se raconte autour de la déportation vers la RDC est faux, qu'il n'y a pas de négociations secrètes. Mais je pense que nos autorités nous ont toujours cachés. Ils le font régulièrement. Ils nous cachent souvent certaines négociations secrètes. Est-ce que c'est pas parce que maintenant le poteau rose est déjà découvert et que justement... Et il fallait faire une sortie pour démentir. Maintenant, est-ce que la population congolaise est prête à accueillir des personnes étrangères qui sont en train d'être massacrées par un État, un État qui prend sur lui, parce qu'il a le soutien des Occidentaux, de massacrer, c'est-à-dire de commettre un génocide sur un autre État? Vous vous rendez compte qu'un État et les dirigeants de cet État-là décident de prendre les populations et d'aller les déporter, les jeter sur un autre territoire, sans demande, sans l'aval du Parlement, sans l'aval des dirigeants de cet État-là. Je pense que la République démocratique du Congo a trop souffert. Et cette République-là, vous avez 10 millions de personnes qui sortent fraîchement des élections. Et il y a toujours les querelles autour de cette élection-là. Entre autres, sans oublier les questions sécuritaires. Sans oublier les questions sécuritaires avec les forces étrangères qui sont sur ce territoire-là, avec les réfugiés de plusieurs nationalités. Vous avez les réfugiés centrafricains, les réfugiés rwandais qui sont là sur le territoire congolais. Donc vous pensez que le Congo, qui est agressé depuis des décennies, doit subir encore ce genre de choses parce que vous avez à la tête d'un État un président qui se laisse, je ne sais pas, dicter une loi par les forces étrangères, notamment par les États-Unis. Je pense qu'à un certain moment, au moment où nous parlons de la souveraineté africaine, nos dirigeants doivent épouser cette philosophie-là, c'est-à-dire l'idéologie des souverainistes africains. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique vibre au rythme de la souveraineté. Et si vous avez des États qui marchent selon les États-Unis, selon la France, selon les pays occidentaux, à un moment donné, il va falloir pousser des réflexions vraiment en profondeur si l'Afrique a réellement encore besoin de ce genre de personnes. Et la réponse est non. Nous n'avons pas besoin de personnes qui marchent selon Washington. L'Afrique n'a plus besoin de personnes qui marchent selon Paris. L'Afrique a besoin de ces personnes qui marchent selon Thomas Sankara, selon Muammar Kadhafi, selon cette ligne-là
qui est en train d'être menée par les pays de l'Alliance du Sahel. Oui. Donc, Félix Tshisekedi, s'il y a des négociations secrètes avec l'État d'Israël, il faut mettre fin à cela. Parce que si l'État d'Israël veut négocier, il n'a qu'à négocier avec les États-Unis. Oui. Pourquoi ne pas faire partie les Palestiniens qui sont agressés par Israël aux États-Unis? N'est-ce pas, les États-Unis organisent régulièrement la Green Card? Oui. N'est-ce pas, il y a tellement des opportunités Il y a là-bas. aussi l'immigration Canada. L'immigration Canada. Donc, même en France, Oui. on peut facilement déporter les Gazaouis de ce côté-là. Donc, à un moment donné, on ne doit pas toujours rester dans cette logique où, quand ça pète ailleurs, on vous dit, c'est vous qui allez porter. Chaque fois, c'est quand même l'Afrique. C'est quand même bizarre. Jonathan Batengene, justement. Mais pourquoi l'Afrique? Déjà, mon frère Charlie Kenny a fait une très belle analyse. Maintenant, il faut prendre les éléments tels que, comme il a dit, dans la longue durée de l'histoire, il y a la configuration de ce que les États-Unis appellent le Grand Moyen-Orient. Le Grand Moyen-Orient couvre une grande partie du golfe de Guinée et revient sur la grande partie de la Corne de l'Afrique, redescend jusqu'à la lisière avec les Grands Lacs. Quand vous prenez ce nouveau Grand Moyen-Orient que les États-Unis veulent constituer, c'est un Grand Moyen-Orient qui doit être dominé par des mouvements d'obédience sunnites, musulmans, qui doit être un espace de chaos, c'est-à-dire de prédation économique en écartant les États qui ont normalement le contrôle de ces territoires actuellement. Et pour cela, il faut fabriquer la fameuse menace islamiste. Si vous voyez comment la première tentative a été organisée avec Rishi Sunak, cet Indien musulman qui a décidé avec Kagame qu'il fallait ramener sur le territoire du Rwanda un ensemble de personnes qui sont en situation illégale en Angleterre. Quand vous regardez cela, vous mettez en résonance l'idée de Tshisekedi, on est dans le même sillage. Vous regardez également que pendant longtemps, les casques bleus bangladais procédaient à un métissage quasi systématique parce qu'ils étaient maintenus dans l'est de la RDC, procédaient à un métissage, et que la rébellion EDF s'est carrément transformée aujourd'hui en une sorte de mouvement islamiste. Donc, ça participe de cette réorganisation du Grand Moyen-Orient. Dans le Grand Moyen-Orient, il y a aussi le Grand Israël. Or, le Grand Israël va d'où à où? Déjà, il faut noter, et nous avions déjà précisé cet élément dans des analyses ultérieures, que le Grand Israël est un Israël qui n'a pas de frontières. Et la constitution israélienne a déjà préparé les bases du Grand Israël, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délimitation du territoire d'Israël. C'est un territoire appelé à s'agrandir à l'infini. Maintenant, comment est-ce qu'a été constitué l'État d'Israël? Dans la lettre adressée à Chamberlain par les Anglais, par les sionistes, dans cette lettre, il précise qu'ils seront les gardiens, les pionniers en matière de défense des intérêts de la couronne dans le Moyen-Orient, si un territoire leur est accordé. Quand vous regardez et que vous vous souvenez que des entreprises comme IBM ont financé Hitler. Vous connaissez IBM? Oui, l'informatique. Oui. IBM a financé Hitler. ITT a financé Hitler. ITT, ils sont dans l'aéronautique. Ils sont encore présents dans l'aéronautique. Oui. Domaine militaire. C'est eux qui fabriquaient
les avions de guerre d'Hitler. Quand vous vous souvenez que même Mercedes a soutenu Hitler, Daimler soutenu Hitler. Quand vous vous souvenez que, parce que IBM c'est les capitaux juifs américains, les Rockefeller, il était pareil. Quand vous vous souvenez de ça, vous posez une question, quel est le lien avec la guerre aujourd'hui en Palestine? En fait, pour ramener les Israéliens, le peuple, les sionistes, sur les terres des Palestiniens, on a créé une embolie du misérable juif, de l'image du misérable juif. Un personnage pitoyable, un personnage victime. Tout un narratif, comme disait hier le président, pour reprendre le grand intellectuel de la France-Afrique, Achille Mbembe, tout un narratif victimaire. Et souvenons-nous de cette formule, un peuple sans terre, pour une terre sans peuple. Donc on a fabriqué cette image tout à fait propice à la colonisation sur des bases morales du territoire palestinien. Et on est venu parquer ces individus qui aujourd'hui sont en train de réaliser la colonisation de cette terre en ne précisant pas les limites de leur colonisation. Nous avons précisé lorsque Israël a engagé cette offensive sur le territoire de Palestine que les pays africains sont concernés au premier chef. Mais là, il faut comprendre qu'il y a une traîtrise à beaucoup de niveaux. D'abord, les monarchies arabes. Bon, et les monarchies du Moyen-Orient, moi, j'aime pas trop dire arabes. Parce qu'il y a eu un massacre des Noirs qui étaient aussi des Arabes, qui étaient des Arabes originels. On a massacré les Noirs, tellement massacré de Noirs que j'ai beaucoup de doutes que deux frères peuvent autant se massacrer simplement pour la couleur de la peau de l'autre. Je me pose des questions si ces monarchies du Moyen-Orient sont véritablement arabes. Et quand vous regardez que l'Arabie Saoudite est le premier ennemi du Yémen, parce que le Yémen est une terre encore noire, aujourd'hui, vous vous posez beaucoup de questions. Donc, les monarchies du Moyen-Orient sont pour l'essentiel assises, ou du moins gagnent leur sécurité grâce à des pactes passés avec les sionistes américains. Au nom de ça, ils sont neutralisés, sont incompétents pour discuter de manière sérieuse de la sécurité des Gazaouis. Mon frère Charlie a cité par exemple les Algériens qui ont migré à Gaza au niveau de la Palestine, qui aujourd'hui, ça explique une certaine solidarité. Mais est-ce que l'Algérie elle-même peut véritablement prendre position pour sa diaspora palestinienne? Non. Pourquoi? Parce que l'Algérie également avait les deals avec la France, qui est une des puissances concernées. Les deals avec la France. Donc, au niveau du Moyen-Orient et de ce qu'on appelle la Ligue arabe, les jeux d'alliance cyniques, machiavéliques, avec les puissances colonisatrices, fait que ces pays sont neutralisés. L'autre pays qui avait un arrangement et qui semble avoir un arrangement avec Israël, c'est l'Égypte. L'Égypte, après le décès de Nasser, l'Égypte a connu une toute autre fortune que son destin panafricaniste qui lui avait été tracé par Nasser. L'Égypte s'est tournée totalement du côté des États-Unis, s'est mise sous la botte des sionistes. Les sionistes qui eux-mêmes ont infiltré les organisations comme les Frères musulmans et ont créé une dynamique à double tranchant au niveau de l'Égypte. Et les Égyptiens, aujourd'hui, sont devenus des sortes de caution morale de la colonisation israélienne sur le territoire palestinien. Leur rôle, c'est de toujours crier au massacre et ne rien faire. Devenir la terre de transit de l'aide humanitaire. Caution morale, c'est ça qu'on appelle une caution morale. C'est tout. Elle est
la voie de la bien-pensance, hein, tout en laissant faire. C'est très cynique ce jeu auquel joue l'Égypte. Et l'Égypte aurait pu défendre, avait une raison de défendre même Gaza. Pourquoi? Jusqu'en 1976, Gaza était une terre égyptienne. Donc Gaza est une terre africaine. On a déjà mis les Palestiniens en Afrique. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Les Palestiniens sont sur le territoire africain. Grossièrement, les Occidentaux, dans leur babilé médiatique, nous disent que Gaza c'est le Moyen-Orient. Que non. Gaza c'est l'Afrique. La guerre d'Israël se passe déjà en Afrique. Souvenons-nous. La fois dernière, nous tirions la sonnette d'alarme en disant le Mali, le Burkina et le Niger. Nous comptons sur eux parce qu'avec cet accord nucléaire passé avec la Russie, il faut très vite que les pays africains soient dotés de l'arme nucléaire. Maintenant, je reviens sur pourquoi le grand Israël et cette configuration. Dans la configuration actuelle, Israël avait des velléités de faire passer les Palestiniens du côté du mont Sinaï, sur le territoire égyptien, l'actuel territoire égyptien. Les Égyptiens, certainement à ce niveau, savent que l'extension à l'infini d'Israël est possible. Israël a une base militaire actuellement en Érythrée. L'Égypte, avec la bénédiction et la complicité d'Israël, dans le cadre de sa confrontation avec l'Éthiopie pour la question du Nil, soutient les rébellions somalies. L'Angleterre, avec Israël, a créé une conflictualité constante entre les peuples somalis et les peuples éthiopiens, même si certains peuples somalis font partie de la grande fédération d'Éthiopie. Parmi ces peuples somalis, vous avez les peuples qui vivent dans l'Ogaden. Et la région de l'Ogaden, dans les années 76-78, ont connu des troubles majeurs où l'armée éthiopienne est allée quand même massacrer jusqu'à 50 000 hommes. L'Égypte avait sa main mise dans cette affaire. Israël était complice. L'Angleterre était la terre même de fabrication de tout ce plan, avec les sionistes au cœur. Le grand Israël donc, c'est un Israël parce que les Israéliens actuellement, ils veulent effectivement contrôler la mer Rouge. Mais comment faire pour contrôler la mer Rouge? Vous ne contrôlez pas la mer Rouge si vous êtes essentiellement en amont, en aval. Il faut aussi être en amont. Or, le point de départ du Nil, c'est quoi? Qui est le principal fleuve qui arrose la mer Rouge? La RDC. Oui. Israël a donc des visées de contrôler le Nil. Et c'est ça la guerre des eaux, de l'eau, qui est déjà lancée. La guerre de l'eau, c'est un contrôle de la mer Rouge en amont et en aval. Israël a un problème aujourd'hui. Le problème majeur, c'est la question de l'eau potable que le peuple israélien doit désormais trouver. Les nappes sahéliennes semblent compromises. Il reste les eaux du Nil. Les Égyptiens, dans une collaboration avec Israël qui vise essentiellement à s'accaparer les ressources du Nil, sont prêts à faire des problèmes aux Éthiopiens. Ce que fait le Congo, Tshisekedi, tout ceci est contre l'Éthiopie. Et au-delà de l'Éthiopie, Tshisekedi a une entente avec Netanyahou où il veut les armes. Parce que dans le conflit il contribue lui-même à envenimer, il faut qu'il affronte Kagame. Voilà l'intérêt de la RDC dans cette affaire. Tshisekedi veut les armes. Israël lui a promis non seulement les armes, mais également les éléments de cybersécurité pour attaquer son voisin rwandais.
Et au nom de ça, Tshisekedi fait fi. D'ailleurs, je ne crois pas qu'avec le niveau intellectuel qu'on lui a souvent vanté, et je crois que Fayoulou a souvent répété que le bac était une très grande difficulté pour le président Tshisekedi. Je ne crois pas qu'avec ce potentiel intellectuel, il ait la capacité de décrypter cette question du Grand Moyen-Orient et la guerre de l'eau. En RDC, ce qui fait problème, et mon frère Charlie a touché un ensemble de responsables, la classe politique congolaise est hautement corrompue et cupide. C'est une classe politique qui se fait acheter comme du pain à la boulangerie. Avec de tels dirigeants, comment pensez-vous qu'ils vont prendre en compte l'intérêt non seulement de leur pays, mais également de l'ensemble du continent? C'est presque impossible. Israël est en plein dans le déroulé de sa stratégie. Coloniser Gaza, nous avons dit depuis le départ que l'objectif c'est prendre Gaza. Ils étaient prêts à tuer tous les Gazaouis. Ce qui leur fait un peu peur ou honte aujourd'hui, c'est le tollé médiatique, le tollé des sociétés civiles, les manifestations partout, même chez leurs alliés. Ils commencent à se dire, ah, si ça pète là, on risque de ne pas avoir une zone où on va se cacher. Eh bien, moi, à l'entrée de cette émission Bachir, je répète encore, hein, l'Afrique a aujourd'hui l'hégémonie intellectuelle. Mais là, je ne m'adresse pas seulement à nos panafricanistes qui sont les téléspectateurs. Je m'adresse davantage au président panafricaniste que j'ai cité tout à l'heure. Président du Mali, président du Burkina, président du Niger et le président du Centrafrique. Excellence. Parce que le président du Centrafrique, même les menaces des États-Unis, là, il a tendance à vouloir les laisser avancer. Nous l'encourageons à prendre une ligne dure. L'Afrique qui s'éveille, nous avons l'hégémonie intellectuelle nécessaire à tous les niveaux. Nous sommes capables de mobiliser la diaspora pour ces chefs d'État. Une diaspora capable de nous faire une bombe nucléaire dans les 10 prochaines années. Nous sommes capables de les mobiliser. Cette diaspora nous a toujours fait appel. Ils nous disent, nous sommes prêts. Ils n'attendent que d'être utiles à nos pays. Nos diasporas ont développé les solutions. Nous avons souvent fustigé la diaspora. Mais il y a une diaspora patriote, panafricaniste, une diaspora responsable qui est prête à accompagner l'Afrique. Cette diaspora est prête à servir. Excellence. Vous avez les moyens, parce que vous avez la capacité politique d'impulser cette dynamique. Il faut que l'Afrique noire, je répète bien, l'Afrique noire, parce que le continent africain est un continent noir. Mais le processus de blanchiment du continent qui a commencé par l'Afrique du Nord, si on n'est pas prudent, si l'Afrique noire n'a pas sa bombe nucléaire très vite, ça risque de se poursuivre. La RDC, aujourd'hui, nous voyons que les Congolais aiment danser le ndombolo. Nous voyons que pour eux, dès qu'un Congolais a dansé le ndombolo, il a mangé peut-être du caïman braisé et qu'il a écouté la rumba, il est certainement déjà tout près de Dieu et il n'attend que son jour pour être récompensé par les mannes célestes. Non. Le peuple congolais doit se réveiller. Un larbin comme Tshisekedi. Un message. Pendant que vous analysiez, vous parliez de la nécessité pour les Africains, les pays d'Afrique noire d'avoir les armes nucléaires. Eh bien, Abdelaziz Thiam nous écrit, il dit les accords de non-prolifération des armes que les États de l'Afrique de l'Ouest et centrale ont signé dans les années 80 font que les impérialistes s'aventurent comme ils veulent sur le continent. Alors justement, est-ce que ces accords ne les empêchent pas d'aller dans le sens que vous voulez? Bachir, les accords sont faits pour être révoqués. La France n'avait pas un accord avec le Mali. La France n'avait pas un accord avec le Burkina. Qu'est-ce que le Burkina a fait? Qu'est-ce que le Mali a fait? Qu'est-ce que le Niger fait? Ils ont révoqué ces accords. On les dénonce et on les révoque, ils deviennent caducs. Les accords avec les bandits ne tiennent que lorsque vous croyez aux bandits. Nous ne pouvons pas
continuer de faire valoir des accords avec des criminels. Les États-Unis qui nous font signer ces accords, ils n'ont pas la bombe nucléaire. La France qui veut être garant de ce genre d'accord, ils n'ont pas la bombe nucléaire. Les pays européens, tous les pays de l'Union européenne, n'ont-ils pas les chasseurs nucléaires des États-Unis sur leur sol? Ils se sont déjà inquiétés de le potentiel dangereux de ces armes nucléaires? Non. Nous disons à nos pays, en attendant même que nous ayons cette bombe nucléaire, si nous pouvons importer, nous pouvons demander aux Russes de ramener les têtes nucléaires sur nos sols, comme on avait fait à Cuba, qu'on les pose d'abord. C'est pour notre sécurité. Très bien. Allons prendre quelques appelants, s'il vous plaît, puisque dans quelques minutes, on va rendre l'antenne. Abou d'Angleterre est en attente depuis plusieurs minutes, et d'ailleurs, il ne s'en plaint pas, il dit que c'est bon. Abou, bonjour. Bonjour, mon très cher frère Bachir Ladan. Oui, c'est le frère Abou d'Angleterre. Je suis tellement content de vous revoir à cette dernière édition de la semaine. Et déjà, bon week-end à vous. Et Bachir, je confirme, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Encore une fois, vous avez prouvé, en nous offrant ce plateau que j'ai baptisé Espoir, de façon intelligente, que vous montrez à l'Afrique que l'espoir est permis, parce que la relève, la jeunesse est là, et elle parle à l'Afrique avec des mots justes, et elles savent de quoi elle parle. Donc, l'Afrique n'a pas à craindre. Il y a une relève qui est là, qui va assurer le panafricanisme. Merci de nous montrer cela à dessein en nous offrant ce plateau-là. Vous êtes un génie, Bachir. Et c'est pourquoi que j'ai fallu ce plateau, on passait par Didier Guédé avec déférence, Tali Kenye avec déférence, et le petit Jonathan Bategede avec déférence. Tout cas, restez béni. Je salue tous les techniciens avec déférence et tous les appelants avec déférence. Une fois que je dis cela, en ce qui concerne la problématique d'aujourd'hui, déportation des Gazaouis au Congo. Comment comprendre ce plan de Nayou quoi là? Donc, voilà ce que Dieu me dit toujours à propos de nous les Africains. Il dit que notre plus grand problème, c'est l'amnésie. L'amnésie. Pourquoi il dit ça? Parce que les Arabes, depuis l'Égypte, c'est ceux-là même que nous avons généré, ce sont nos enfants. Parce que la mère des Arabes qui a généré Ismaël, c'est Agar, l'Égyptienne. Mais ce sont les Arabes qui ont ouvert les portes aux ennemis pour exterminer tous les Africains en Égypte. Quand aujourd'hui, on n'a plus de traces des Africains. Et toute l'Afrique du Nord était noire, était africaine. C'est les mêmes Arabes qui ont fait le génocide partout au Nord, que les Africains sont descendus au Sud, que nous nous sommes retrouvés au Sud, où nous sommes aujourd'hui. C'est toujours le même instrument, le même modus operandi. Quand on utilise que l'Afrique, et l'Afrique n'ouvre pas les yeux pour se rappeler qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est la même outil, la même arme que nos ennemis, les Occidentaux utilisent toujours, les Arabes, contre nous. Et en plein 21e siècle, nous avons Pan-African Media TV, on va nous escroquer comme ça, nous ramener encore à ce niveau, comme on sait que c'est un chaos organisé, parce que eux, ils voient toujours le futur. Mais nous, là, nous n'anticipons jamais sur le futur. On doit déposer dans un pays riche de minerais au Congo, des Arabes. Parce que dans un futur proche, qu'est-ce qui va arriver? Mais ils vont exterminer tous les Congolais pour prendre c'est bien le monde aujourd'hui. Il faut se rappeler du passé, qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ils ont fait ça au passé, ils nous ont génocidé, ils ont pris toute l'Afrique du Nord, ils ont pris tout ce qui est dans notre richesse passée, tout notre gloire en Égypte, pour dire que c'est pour eux, alors qu'on voit que tout montre que ce sont les Africains noirs qui ont fait ça, les négros, comme nous qui ont fait ça. Mais aujourd'hui, ils nous dénigrent tout notre qualité passée, notre gloire passée. Parce qu'ils sont en complicité. Je vous dis que tout
tout ce qu'on subit, c'est une guerre raciale. Parce que eux, comment ils réfléchissent? Ils se ressemblent un peu, ils sont blancs un peu. Donc, quand ils se battent, à la fin, ils disent quoi? Entendons-nous et faisons le poteau rose aux Africains. Massacrons les Africains, mais cessons de nous tuer entre nous. Déportons nos guerres sur les Africains. Et vous remarquez ça toujours. Dernièrement, quand la guerre a commencé en Ukraine, ils ont voulu emmener ça sur les Africains. C'est nous toujours leur faire valoir. C'est nous toujours la brebis galeuse qu'eux doivent éliminer. Ça veut dire que c'est nous on doit subir. La guerre mondiale, on se rappelle, ils sont venus prendre les Africains. C'est nous, on a fait toute la guerre là-bas. À la fin, ils nous ont massacrés. Donc c'est toujours le même modus operandi. Africains, réveillons-nous. C'est pourquoi que nous devons refuser tout accord où on va déposer des Arabes en Afrique. On ne peut pas accepter ça en plein 21e siècle. Nos yeux sont ouverts avec Pan-African Media TV et tous ces médias panafricanistes, on ne peut pas accepter ça. Donc voici, c'était chaos organisé, on doit refuser, on doit combattre avec toute la fermeté et les chasser comme on chasse Satan. Parce que ça, c'est un Satan qui veut l'emmener parmi nous, qui veut nous détruire, qui nous a détruit dans le passé et qui est prêt encore à nous détruire aujourd'hui. On ne peut pas accepter ça. Hier, c'est passé, mais aujourd'hui, ça ne peut pas se passer. Demain, ça ne pourra pas se passer. Merci. En tout cas, bon week-end à tout le monde. Et Bachir, je dis, avec Bachir, un Pan-African, Media TV, nous nous battons dans la victoire. Nous ne battons pas pour la victoire. Et encore, je réitère, il faut la plateforme des partenaires de Pan-African Media TV, ce que Dieu a dit de soumettre à tous les Africains. Donc, que tous les Africains commencent à me contacter pour cette plateforme-là, parce qu'on doit mettre cette plateforme-là pour que les partenaires commencent à signer ces 5 € par mois, virement bancaire direct, pour supporter notre Pan-African Media TV, qui sera le premier média africain qui va faire monter un satellite indépendant des médias africains et qui va permettre que toute l'Afrique aussi ait Internet gratuitement. Merci, je vous remercie. C'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye from now. Bye bye, bye bye, bye. Bye bye from now, monsieur Abou, depuis l'Angleterre. Merci en tout cas pour la contribution et l'appel, pourquoi pas, au soutien. Hein. Bon, nul ne se suffit. Hein. La chaîne, justement, a besoin de vous tous pour aller de l'avant. Nous allons retourner vers Charlie Kenyé, à qui on va donner 2 minutes. Ce sera pour son mot de fin. Ensuite, Didier prendra minute. Et quant à Joe, bon, on verra. Voilà. Allez, Charlie Kenyé, c'est à vous. 2 minutes. Alors, avec Charlie, ça traîne un tout petit peu? D'accord, Charlie est là. Charlie, alors on vous donne 2 minutes pour un dernier mot avant de refermer cette édition. D'accord, bon, on va commencer par Jonathan dans ce cas. Jonathan. Vous, oui, vous savez, je sais bien également les analyses qui ont été faites sur ce plateau, surtout le lien que Jonathan Batengeni a développé tout à l'heure lorsqu'il parlait de l'enjeu du Nil. Parce que si vous voulez comprendre justement cette guerre qui aujourd'hui oppose Israël avec la Palestine, précisément dans la banlieue de Gaza, il faut également comprendre que derrière ce projet de déportation de Gazaouis sur le sol africain, il y a un enjeu très important qui est l'enjeu de l'eau. Et quand je parle de l'enjeu de l'eau, je parle de l'enjeu de l'eau dans toutes ses composantes, c'est-à-dire dans le cadre du contrôle des voies maritimes. On parlait tout à l'heure de la mer Rouge, il y a Alors, la ligne s'est dégradée, c'est bien ce que me dit la réalisation. D'accord, donnons donc la minute de Didier pour que l'émission reste dans la dynamique. Didier, en 2 minutes. Oui,
je dirais pour sortir de l'émission que les Africains, pour reprendre Abou d'Angleterre qui a appelé tout à l'heure, nous ne sommes plus à l'âge, disons à l'ère de la pierre taillée. Aujourd'hui, nous avons des médias comme Pan-African Media TV avec des brillants panélistes qui donnent le secret aux Africains. Parce que nous ne devons plus, c'est pas parce que on a été colonisé par des Occidentaux que nous allons rester dans cette logique-là. Et quand ils toussent là-bas, quand ils organisent leur guerre, ils viennent nous embarrasser. Ils organisent les guerres, ils viennent nous embarrasser, ils nous mettent dans le pétrin. Les Africains ne doivent plus accepter cela. Donc, il est grand temps que nous ayons à la tête de nos États des souverainistes, des protectionnistes, c'est-à-dire des panafricanistes, des nationalistes, ces personnes-là qui protègent les territoires et protègent les peuples contre les agresseurs. C'est ce que les Africains doivent retenir. Et chaque Africain, qu'il soit bébé ou vieux, devrait travailler la souveraineté et doit protéger sa population. Cela ne veut pas dire que nous allons cultiver le rejet de l'autre. Non, ce n'est pas dans la mentalité de l'Africain. Mais il faudrait que chaque Africain apprenne à s'aimer, et à se protéger et à protéger ses populations. Et cela doit venir du haut, c'est-à-dire de la part des dirigeants. Mais si nous avons des dirigeants comme Félix Tshisekedi ou encore tous ces dirigeants france-africains qui protègent les intérêts des autres et qui livrent leur population, je pense qu'à un certain moment, il faut les dégager. Très bien. Merci Didier pour la contribution ce matin. Voilà, Laria, est-ce qu'on peut aller du côté de notre sportif de la maison? D'accord, générique. C'est l'heure du sport. Bonjour Hervé. Bonjour Bachir. Merci d'être là. Toute la semaine, on a été là. L'actu était très consistante. Aujourd'hui, on va sortir avec une recette à minima. Parce que plus tard, vous allez nous développer. J'annonce d'ailleurs que dans les prochains jours, nous aurons toute une émission sportive. Et le département sport, qui est donc chapeauté par Hervé, et avec à ses côtés Fabiola Dombe, ils vont nous produire vraiment du sport panafricaniste, si vous voulez. Alors, Hervé, on a 3 points à l'ordre du jour. On va parler des Lions indomptables, on parlera aussi d'athlétisme et on sortira par la boxe. C'est bien ça? Bien sûr. Première escale donc, Lions indomptables, vous me dites que Moumingale, il a été appelé en dernière minute. Bien sûr. Nous allons revenir sur cette actualité d'ailleurs qui a fait pas mal de chaud gras au niveau de la presse, notamment avec la liste que le manager Rigobert Song avait publiée, la liste de 27 retenus. Oui. Il n'avait pas été dans cette liste-là, c'est allé dans tous les sens. Quelques jours plus tard, il y a eu ce joueur de l'Olympique de Marseille, Régis Mouguet, qui a décliné sa non-présence avec les Lions indomptables. Il a fallu qu'on trouve un palliatif et cela a été trouvé. On a rappelé Moumingale qui n'était pas dans cette liste-là pour combler ce vide-là. Donc, il sera de l'expédition du côté de la Côte d'Ivoire. Actuellement, je pense qu'il doit être du côté du Jeddah en Arabie Saoudite pour le stage avec les Lions et en vue du match amical contre la Zambie. Alors, donc ça dit que le coach Rigobert Song, sa liste, la CAF n'avait pas encore fermé ou quoi? Parce que vous me disiez dans une émission... Oui, en principe, les listes, quand elles arrivent du côté de la CAF, il y a un délai pour que les listes soient complètement bouclées, puisqu'il y a des vérifications qui doivent être faites sur la nationalité des joueurs et leur éligibilité. Donc, la CAF prend le temps de faire des vérifications pour ne pas rentrer le temps de se modifier également. Ok, voilà. Au moins, c'est une bonne nouvelle. Donc, nous sommes dans la légalité. Athlétisme à présent. On parle de l'Ouganda qui pleure son champion, Benjamin Kiplaga. Bien sûr, nous parlons là de Benjamin Kiplaga, le médaillé de bronze au championnat d'Afrique en 2012 et demi-finaliste aux Jeux de Londres de la même année. L'athlète spécialiste du 3000 mètres steeple a été retrouvé mort du côté du Kenya, poignardé par 2 voyous qui ont été heureusement rattrapés par la police kenyenne de ce côté-là. Donc c'est une grosse perte pour l'athlétisme
mondial et international. Malheureusement, on n'aura pas l'occasion de le voir au Cameroun lors des Jeux africains organisés par la Confédération africaine d'athlétisme. Ce sera tout simplement un message de condoléances à l'endroit de la fédération ougandaise d'athlétisme et à tout le peuple africain qui connaît quand même les performances de Benjamin Kiplagat. Et on referme, pas la boxe. Alors, qui a boxé qui? Alors, là, non, pas qui a boxé, qui a été couronné. Voilà, qui a été couronné. Là, on parle du Congolais. Son compatriote qu'on salue d'ailleurs. Bien sûr. Francis Ngannou. Voilà, on le salue. Lui, il tape les gens pour gagner sa vie. Comme tout sport de combat, de toutes les façons, vous également, vous dites des choses plausibles et plaisantes pour vivre également. Alors, Bachir, là, nous allons parler d'une récompense au niveau de la boxe. Il s'agit du Congolais de la RDC, pour le préciser, Martin Bakoulé, qui a été couronné sur le toit du monde dans la catégorie des WBO. En tant que champion poids lourd de ce côté-là. On se souvient d'ailleurs de son dernier combat qu'il avait remporté du côté de Riyad face au Camerounais Carlos Takam lors du match d'exhibition entre Francis. Au quatrième round par TKO. Voilà. Et puis il a aussi également vaincu le Français Tony Yoka du côté de Bercy. Et il a détrôné notamment le champion du monde de cette catégorie-là qui est tout simplement Anthony Joshua. Donc là, le Congo est sur le toit du monde, l'Afrique également, une fois de plus. En tout cas, c'est une fierté, même si, et je insiste là-dessus au passage, il a tapé notre national. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est aussi ça, la beauté du sport. Il faut un perdant et un gagnant. Alors, et le gagnant ce matin, c'est aussi vous à qui on va dire merci. C'est moi qui vous dis merci, M. Bachir. Et ce sera un très bon week-end et beaucoup de courage. Et vous savez de quoi je parle. Vous avez beaucoup de personnes alité. Merci. Oui, mon cher frère et ami Yves Sanjo, que je salue d'ailleurs, et puis votre papa qui est également souffrant. Merci. Beaucoup de courage à lui et à vous qui êtes au four et au moulin pour que tout cela se fasse bien. Merci à notre chère équipe de sport qu'on va accompagner par ce générique. Voilà, d'habitude, je donne le dernier mot de l'émission aux plus âgés. Bon, comme le plus âgé, c'est celui qui présente l'émission. Je donne le dernier mot. Non, Joe, c'est à vous. Allez-y alors. Allez-y, Joe. Un dernier mot. L'Afrique des aînés, quoi. Ouais, c'est l'Afrique des aînés. Il faut respecter les droits des naisses. Ouais, donc, nous sommes en plein dans la guerre de l'eau et vous allez voir, il y a déjà des puissances qui se sont positionnées. Il y a la Russie qui est derrière l'Éthiopie. La Russie soutient à tout point de vue l'Éthiopie. Il y a la Chine qui s'est positionnée. Il faut noter que dans toute cette géopolitique, il y a même encore le Soudan qui est impliqué parce que Emeti est carrément celui qui joue le rôle de courroie entre les Érythréens et les Éthiopiens. Et Emeti, on compte sur lui pour stabiliser le Soudan dans les prochains jours. Les Russes également sont derrière Emeti avec les Chinois parce qu'il faut maîtriser tout cet enjeu de la mer Rouge. Israël qui s'est avancé a essuyé avec les États-Unis une défaite il y a quelques jours. Ça, il faut que les Africains le sachent. Le porte-avions, le plus gros porte-avions de la marine américaine a fui, a décampé du détroit d'Ormuz. Ils sont quittés de cette zone. Ils ont été obligés de s'enfuir parce qu'il paraît que les nouveaux missiles acquis par les Houthis menaçait le dit porte-avions et s'il était détruit ou bien s'il avait été endommagé par un tir de missile Houthi, ce serait une déculottée incroyable pour les États-Unis. Donc, il y a cet enjeu qui est actuellement en train de se faire jour. Les Africains ne doivent pas aussi perdre de vue un élément. Nous sommes en train d'assister à une reconfiguration des rapports de force internationaux, mais également sur les territoires de l'Afrique. L'Égypte qui a longtemps joué double jeu, tous les pays qui avaient joué double jeu contre les intérêts de l'Afrique désormais sont découverts et les pays qui ont toujours défendu l'Afrique sont en train de prendre leurs responsabilités. À ce titre, dans les Grands Lacs,
je tiens à souligner cela, Bachir. Dans les Grands Lacs, nous risquons dans les prochains jours voir que les panafricanistes seront davantage pro-Kagame. Parce que Kagame est en train, lui, avec Museveni, de sortir des cuisses de la CIA et de se positionner en faveur des intérêts africains. Tshisekedi, par contre, est en train de rentrer dans le beurre. Il se fait manger comme du poisson. Et bientôt, la RDC risque de devenir une terre de l'arbinisme par excellence, en attendant que soit un militaire courageux, un sergent, un capitaine, un colonel, prenne ses responsabilités et sonne la fin de la récréation. Très bien. Et cette récréation est aussi terminée sur ce plateau. Merci à Didier Dengue, merci à Vodio. Et un grand merci à Charlie Kenyé, d'ailleurs, qu'on retrouvera dans quelques heures quelque part. Merci à toute l'équipe de production, Madame Françoise Nyambi-Ekwe, Marius Sentokam, Pierre Tiapo, Yannick Song, Guijol, et la supervision de notre directrice générale, Linda Ndedi. Merci à toutes et à tous. Très, très bon week-end. Et ne ratez pas, dès ce dimanche, une nouvelle émission de 52 minutes, présentée par Linda Ndedi, qui vous permettra de faire le tour de toute l'actualité africaine et mondiale avec des analyses et des décryptages de certains consultants. Merci à toutes et à tous. Bon week-end.